Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'expatriation sans filtre. Je suis Karine, coach en expatriation et aujourd'hui on ouvre un nouveau chapitre dans notre parcours d'expatriation. Un chapitre que beaucoup d'entre vous attendent, mais aussi un sujet qui fait souvent peur parce qu'il touche à quelque chose d'assez concret, de particulièrement vital et de parfois très flou, le travail à l'étranger. Et dans cet épisode, on va aborder un angle précis de cette question, quelles sont les options concrètes pour pouvoir travailler à l'étranger et ce, selon votre profil. Parce qu'on ne part pas tous avec les mêmes moyens, ni les mêmes objectifs, ni les mêmes contraintes. Alors aujourd'hui, je vais vous aider à y voir plus clair et à poser les premières briques de votre projet professionnel à l'étranger. Pourquoi est-ce qu'il faut réfléchir d'abord à votre profil et non pas à un métier? Avant même de vous demander quel travail je vais faire à l'étranger, il faut quand même se poser la question qui est bien plus stratégique que celle-ci, à savoir quel est mon profil aujourd'hui, quelles sont les possibilités réelles que ça m'offre à l'étranger. Parce que non, vous ne partez pas de zéro, vous avez une expérience, vous partez avec votre expérience à vous, une situation actuelle, qu'elle soit salarié, freelance, en reconversion éventuellement, que vous soyez sans emploi, même si vous êtes retraité, alors du coup c'est un sujet qui ne vous concerne pas forcément, même si vous avez peut-être envie de reprendre une activité, sait-on jamais, mais vous partez aussi avec des envies ainsi que des contraintes telles que la langue, le budget, la famille. Bref, ça peut être vaste, toute cette liste n'est pas exhaustive. Et tout ça, en fait, ça va déterminer vos portes d'entrée professionnelles, vos limites légales également, ainsi que votre zone de confort ou d'inconfort. Alors, voici les 6 grandes options professionnelles qui s'offrent à vous selon votre profil. Il s'agit ici d'un panorama pratique, plutôt concret, sans illusion de ce qui existe vraiment. Le but, c'est vraiment de vous projeter dans la réalité et de vous montrer ce qui existe et ce à quoi vous pouvez prétendre en fonction de votre profil. Alors, si vous êtes salarié, que vous êtes détaché ou envoyé en mission, donc j'ai envie de dire vraiment l'expatrié type, alors ça veut dire que vous travaillez déjà dans une entreprise qui a des bureaux ou des partenaires à l'étranger dans ce cas-là, puisqu'elle vous envoie dans un autre pays. C'est souvent le chemin le plus structuré. Pourquoi? Eh bien parce que c'est bien souvent l'entreprise qui va s'occuper de toutes les démarches et qui va vous prendre en charge en fait de A à Z. Le visa va être géré par l'entreprise, vous allez avoir le maintien de tous vos avantages sociaux, vous avez une possibilité de package aussi avec le logement, l'école si vous avez des enfants, un véhicule une fois sur place, enfin bref, c'est vraiment l'Eldorado, le ticket doré de l'expatriation. Le vrai avantage ici, c'est la stabilité, la sécurité, le soutien administratif et le fait que vous restez rattaché finalement à une entreprise française, même si vous vivez à l'étranger. Donc c'est quand même extrêmement rassurant, vous n'êtes pas en terrain totalement inconnu. Le désavantage ici, l'inconvénient, c'est que vous avez peu de liberté sur la destination et les conditions. J'ajouterai à ce détail que vous êtes cantonné effectivement à une seule entreprise. Ça ne vous empêche pas de démissionner et de chercher autre chose et de partir en mode véritable expatrié qui n'est plus rattaché à son entreprise française. Ça implique d'autres questions, mais voilà, vous avez ceci dit, si vous n'avez pas forcément d'envie d'une destination particulière, cette destination peut simplement vous être imposée par l'emplacement du poste. C'est exactement ce que j'ai vécu lorsque je suis partie vivre en Chine. Croyez bien que la Chine ne faisait pas du tout partie de mes pays prioritaires à visiter ou dans lesquels habiter quand je suis partie. C'est juste que le job se trouvait là-bas. Je me suis dit, pourquoi pas? Et ça peut vous faire découvrir des choses incroyables vers lesquelles vous ne seriez jamais allé. Alors vous avez également comme situation le fait d'être en poste salarié et de chercher un job sur place, ce qui veut dire que vous allez démissionner ou obtenir une rupture conventionnelle dans votre entreprise en France et que vous allez vouloir à nouveau vous retrouver à un poste salarié dans votre pays d'expatriation. Dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que vous comptez partir dans un pays et chercher un emploi local? Eh bien c'est possible, c'est parfaitement possible, ça va dépendre du pays, de vos qualifications, de votre expérience et de votre domaine aussi professionnel.
Et ça va également demander que vous adaptiez par exemple votre CV au marché local, que vous ayez une bonne connaissance du marché local de l'emploi. Éventuellement que vous connaissiez la langue, alors ça c'est pas une condition sine qua non. Quand j'étais en Chine, je ne parlais pas chinois, je travaillais en anglais et en français, donc c'était pas problématique. Maintenant, ça dépend de votre domaine, de l'entreprise, du pays, de tout un tas de choses. Mais voilà, vous n'aurez pas forcément à connaître la langue locale, donc renseignez-vous sur ce sujet. Et surtout, il va falloir voir s'il vous faut un visa de travail qui peut parfois être difficile à obtenir. Bah oui, parce que la plupart des pays du monde, c'est pas la France ou c'est pas l'Europe. Il faut savoir que la majorité des pays du monde raisonnent de manière plus souverainiste que nous c'est pas la porte ouverte à tout le monde et n'importe qui. Il n'y a qu'à voir comment font les États-Unis. Ils font venir des immigrés ou des expatriés, mais ils ne choisissent pas n'importe qui. C'est de l'immigration choisie, comme on le dit souvent, pareil en Australie et dans de nombreux pays du monde. Alors, l'avantage de cette situation, c'est que vous allez avoir une intégration locale qui va être très chouette, plus rapide, puisque vous allez être de suite immergé dans une entreprise. Vous allez avoir des collègues, enfin bref, ça va vraiment vous faciliter l'installation, le fait de rencontrer des gens, que ce soit des locaux, peut-être d'autres expatriés comme vous. Vous n'allez pas rester enfermé chez vous à travailler tout seul et à vous demander comment vous allez faire pour rencontrer des gens. Et puis ça peut vous créer aussi de nouvelles opportunités. Vous ne savez pas quel monde vous allez intégrer et dans quoi vous allez vous embarquer. Ça peut être une aventure assez formidable. L'inconvénient ici, en revanche, c'est la précarité qu'il peut y avoir au début, si vous avez du mal à trouver un job, si vous n'en avez pas trouvé avant votre départ, et la concurrence locale qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que si vous prétendez à des postes qui sont aussi accessibles par des locaux, dites-vous bien que certains pays vont avoir cette fameuse préférence nationale et vont d'abord embaucher des locaux, pas forcément parce que c'est ce qu'ils préfèrent, mais parce qu'ils y sont obligés, et puis parce que la main-d'œuvre est peut-être moins chère que vous en tant qu'Européens. Et donc ça peut constituer une concurrence pour vous par rapport à votre savoir-faire. Et dites-vous que vous ne serez pas forcément aussi bien payé qu'en France. Je parle même du ratio du prix de la vie, peut-être que votre salaire ne sera pas forcément en adéquation non plus avec le coût de la vie local. Donc ce sont tout un tas de choses que vous devez prendre en compte et que vous devez vérifier si vous cherchez un job en salarié dans votre pays d'expatriation. On a également le cas du digital nomade. Alors lui, c'est typiquement celui qui travaille à distance. Est-ce qu'il travaille déjà à distance avant de partir? Est-ce qu'il emporte son travail avec lui? Ou est-ce qu'il était salarié ou autre et qu'il veut se lancer pour travailler à son compte et donc à distance? Là, c'est le cas de la personne qui veut voyager tout en continuant à travailler depuis son ordinateur. C'est parfaitement faisable, mais alors attention, pas sans cadre. Je m'explique. Certains pays vont vous laisser rester sur leur territoire avec un visa touristique de 90 jours la plupart du temps, et bien sûr que personne ne viendra vérifier si vous travaillez sur votre ordinateur pendant ce laps de temps. Ceci dit, ça reste illégal parce que c'est exactement comme si vous faisiez du travail au black dans un pays, comme si vous étiez par exemple, je ne sais pas, serveur dans un restaurant et quand vous payez en espèces et que vous n'étiez donc pas déclaré. Alors, le monde est fait de tas de choses, de tas de règles que l'on cherche à contourner. Donc, je ne vous encourage pas spécialement à vous mettre dans l'illégalité. Maintenant, ça se fait, et surtout si vous êtes du genre à vouloir vous expatrier en mode nomade, donc ne rester que 3 mois dans un pays avant de partir dans l'autre, etc. Bien sûr que vous pouvez tout à fait travailler depuis votre ordinateur avec un visa touristique en partant de pays en pays. Ça va gêner personne et il n'y a pas de raison que vous soyez embêté par ça. En revanche, si vous voulez vraiment vous installer dans un seul pays en étant digital nomade, sachez que sur le long terme, ce ne sera pas viable puisque vous n'aurez qu'un visa touristique qui ne vous permettra pas de rester plus de 90 jours et que si vous dépassez cette durée, si vous êtes chopé, vous risquez l'interdiction du territoire pendant un certain temps, potentiellement une amende, dans certains pays peut-être même une peine d'emprisonnement.
Et si vous ressortez du pays alors que votre visa a expiré, vous ne pourrez plus y rentrer. Enfin, vous risquez de vous exposer à des problèmes. Donc faites plus simple, allez directement vers le visa digital nomade. Il y a énormément de pays dans le monde de nos jours qui proposent un visa digital nomade qui ne s'appelle pas toujours visa digital nomade en fonction du pays. À Maurice, c'était visa premium. Mais il y a énormément de pays qui le proposent. Vous avez le Portugal, alors bon, ça c'est pour l'Union européenne. Ensuite, vous avez Dubaï, bien sûr, les Émirats, Malte, le Costa Rica, il y a la Thaïlande, énormément de pays d'Asie du Sud-Est. Parfois, certains pays d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud aussi proposent des visas digital nomades si vous voulez quitter l'Union européenne. Donc vraiment, ce sont des visas qui sont relativement faciles à obtenir, qui nécessitent bien souvent juste de justifier d'un certain type de revenus et on ne vous demande pas des milliers et des cents, hein, simplement suffisamment pour vivre et que vous ne soyez pas un fardeau en fait pour l'économie locale et pour la société. Et c'est tout, et ce sont des visas qui sont parfois renouvelables. Enfin, vraiment, ne vous mettez pas dans une situation potentiellement difficile qui vous mènera vers l'illégalité en passant à côté de ce genre de visa, surtout que bien souvent ils sont gratuits. Donc je vous encourage vraiment, si vous voulez travailler comme ça depuis votre ordinateur, depuis n'importe où, renseignez-vous sur les pays qui proposent un visa digital nomade et les conditions qu'ils demandent et faites-en la demande, obtenez-en un et allez vous installer tranquillement avec ce visa dans votre pays d'expatriation. Comme je le disais, certains pays ferment bien sûr les yeux jusqu'à ce qu'il y ait un souci, donc évitez ce genre de situation. Alors les avantages dans cette situation, c'est que ça vous donne une flexibilité absolument phénoménale et un mode de vie complètement libre. Vous êtes vraiment libre d'aller et venir où vous voulez tant que vous suivez les règles. Les inconvénients, c'est qu'il y a un espèce de flou un petit peu légal, notamment par rapport à la provenance de vos revenus. Il y a certains pays qui vous permettent de vous expatrier, de vous installer en tant que digital nomade à condition que les revenus ne viennent pas du pays dans lequel vous vous êtes installé. Par exemple, moi qui travaillais à distance à Maurice, mes revenus provenaient de sources étrangères à Maurice. D'ailleurs, ce sont des sources étrangères à la France aussi. Donc dans ce cas-là, c'était OK. Si jamais je voulais avoir des revenus qui provenaient directement de Maurice, à ce moment-là, je basculais en fait sur un autre type de visa qui était le visa de travail local pour Maurice. Et donc, dans ce cas-là, en fait, vous êtes considéré comme travailleur local. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un flou un petit peu légal? Parce que tant que j'étais, par exemple, auto-entrepreneur, donc déclaré en France, puisque c'est un statut français, même si j'avais eu des revenus d'origine mauricienne, ça constituait des revenus d'origine étrangère par rapport à mon entreprise. Mais est-ce que Maurice aurait pu m'embêter d'un point de vue légal si j'avais eu des revenus mauriciens, malgré le fait que mon entreprise était étrangère? Vous voyez un petit peu le genre de flou que ça peut créer. Et puis bon, ça peut aussi créer de l'isolement, on en parlait juste avant. Là, vous n'êtes pas au sein d'une structure et vous débarquez dans un pays relativement seul, à moins que vous y connaissiez bien sûr déjà des gens. Mais ça va vous compliquer un petit peu la vie pour ce qui est de rencontrer des gens. Il faudra que vous sortiez et que vous rencontriez des gens différemment. Et ça peut créer aussi une instabilité, aussi bien financière que géographique, mais ça c'est chacun voit midi à sa porte et fait comme il l'entend. C'est aussi le principe de vivre libre, ça vient avec certains inconvénients. Alors, on enchaîne avec donc nos cas de figure suivants. On a aussi le cas du freelance qui est déjà installé à l'étranger, c'est-à-dire est-ce que vous exercez en tant qu'indépendant? Est-ce que vous voulez vous installer dans un pays pour y vivre ainsi que pour y travailler? Dans ce cas-là, il va vous falloir le statut légal adapté, j'en parlais juste avant, auto-entrepreneur par exemple, ou une société, quel que soit le type de société en fonction de votre activité et des revenus que ça va générer. Il va vous falloir bien sûr une assurance professionnelle ainsi qu'une assurance santé et également aussi une comptabilité assez carrée et assez claire avec des déclarations fiscales qui sont cohérentes avec votre résidence. Là, il faudra vérifier si vous êtes résident fiscal français ou si vous ne l'êtes plus, et auquel cas vous seriez résident fiscal de votre pays d'expatriation. C'est tout un sujet là aussi. Alors, les avantages de cette situation, c'est que bien sûr, de la même manière que le digital nomade, vous avez une grande autonomie
autonomie et une grande liberté, mais aussi une liberté de développement. Donc vous n'êtes pas cantonné à un poste dans une entreprise dans laquelle vous évoluerez peut-être avec le temps si vous avez un peu de chance. Les inconvénients, c'est que ça va nécessiter beaucoup de paperasse, de la complexité selon les pays, une comptabilité différente, des règles différentes. Donc tout ça, il va falloir s'en imprégner, apprendre et vraiment vous plonger dedans ou déléguer éventuellement, ce qui peut générer donc des frais. Mais si ça rentre dans votre budget, c'est parfaitement OK. Ce sont juste des choses auxquelles il faut penser. Le cas suivant, c'est l'entrepreneur et ou le créateur d'activité. Est-ce que vous avez une idée de business à développer à l'étranger par exemple? Mais si c'est le cas, attention, comprenez bien le marché local. Vous n'allez pas monter la même société à l'étranger qu'en France. Parfois oui, parfois non, ça va dépendre du domaine. Je peux vous donner un exemple complètement absurde. Ouvrir un centre de plongée en plein Paris, ça n'a pas de sens. En revanche, aux îles Caïmans, aux Bahamas ou dans tous ces lieux où il y a de l'eau et de la possibilité de faire de la plongée, là c'est beaucoup plus pertinent. De la même manière que ça ne sert à rien d'ouvrir un petit boui-boui de souvenirs avec des tours Eiffel en plein milieu du Mexique, parce que la tour Eiffel, c'est à Paris, c'est pas au Mexique. Donc comprenez bien le marché local. Vérifiez les restrictions pour les étrangers. Alors là, c'est aussi un vaste sujet. Je vous invite à écouter les autres épisodes de mon podcast ou à vous inscrire à prendre l'accompagnement pour voir quelles sont toutes les restrictions en la matière. En Thaïlande, par exemple, si vous ouvrez une société, vous êtes obligé d'avoir un associé thaïlandais. Alors, il y a des structures qui sont spécialisées en la matière, qui vous donnent en fait des espèces de prête-noms pour pouvoir ouvrir votre société et vous ne pouvez pas en détenir plus de 49% des parts, il me semble. Enfin, vous voyez, il y a tout le temps des petites subtilités à connaître. Parfois, il faut donc, comme je disais, vous associer à un résident local ou avoir aussi un capital de départ. Alors ça, c'est à la fois pour votre sécurité à vous, mais aussi parce que où qu'on soit, ouvrir une entreprise sans capital de départ, c'est un petit peu comme faire un grand saut dans le vide en espérant que peut-être il y ait un élastique qui vous rattrape. Donc, les avantages de cette situation, c'est qu'il y a un énorme potentiel d'impact. Alors on peut parler d'un impact local qui peut fortement améliorer la vie locale, qui peut avoir un impact économique local, répondre à un besoin local et puis bien sûr ça peut aussi vous permettre de générer de beaux chiffres d'affaires et d'avoir une vie confortable si cette société fonctionne et que votre projet d'entrepreneuriat prend un essor absolument fantastique. Les inconvénients, c'est que vous avez les risques qui vont avec. C'est difficile d'avoir de nos jours d'avoir des bons revenus sans prendre le risque que potentiellement tout s'effondre ou de ne jamais y arriver finalement. Et puis ça génère aussi des complexités de paperasse, des complexités légales. Voilà, il faudra certainement bien souvent faire appel à des cabinets spécialisés en la matière pour vous aider à vous mettre, à être dans les clous en fait et à faire ce qu'il faut pour être dans la légalité. Et notre dernier cas de figure, alors là on parle du retraité actif. Si vous êtes à la retraite mais que vous avez envie de rester actif, eh bien plusieurs options vont s'ouvrir à vous. Vous pouvez faire bien sûr du bénévolat, alors ça j'ai envie de dire, je pense que c'est assez universel, la main d'œuvre gratuite, ça parle à tout le monde. Vous pouvez aussi faire de l'enseignement, alors de manière rémunérée bien sûr, toujours bénévolement évidemment, mais idéalement c'est aussi l'intérêt d'être rémunéré. Vous pouvez faire des missions ponctuelles, vous générez des petits revenus complémentaires, enfin, il y a vraiment plusieurs sources possibles. Et puis ce qui est intéressant en tant que retraité, c'est que en général, si vous vous expatriez et que vous êtes retraité, c'est que vous avez un minimum de revenus, puisque les visas pour retraités demandent quand même une preuve de revenus. Donc en fait, vous n'avez pas cette pression de gagner de l'argent à tout prix, vous pouvez en vouloir
plus, mais vous avez quand même de quoi vivre convenablement sans avoir besoin de travailler. Attention cependant, certains visas de retraités dans certains pays interdisent toute activité rémunérée. Donc là, c'est à voir si vous êtes prêt ou non à faire du bénévolat. Dans ce cas-là, je le répète, la main-d'œuvre gratuite est souvent fortement appréciée partout où qu'on aille. Alors, les erreurs que je vois le plus souvent, qui sont les plus fréquentes dans tout ce domaine qu'est le travail à l'étranger, j'en parle, j'en reparle à longueur de temps. On a le fait de travailler en visa touriste en pensant que ça va passer. Je vous l'ai dit, ça peut passer, mais ça peut casser aussi. Attention donc aux éventuelles conséquences et aux risques que vous prenez en faisant ça. Une autre erreur, c'est penser que le freelancing, c'est facile partout. Eh ben non, c'est pas facile partout parce que ça dépend de là où vous vous êtes installé. Travailler en freelance, oui, ça peut être facile dans le principe. Par contre, la vie que ça vous amène, c'est une vie potentiellement très solitaire si vous n'arrivez pas à sortir de chez vous, à vous mettre un petit peu un coup de pied aux fesses pour aller rencontrer des gens. À terme, ça devient pesant, ça peut vous flinguer complètement le mental, potentiellement la santé, le moral. Et puis en fonction de là où vous vous installez, si vous vous installez dans un pays qui est génial mais que vous vous installez au milieu de nulle part, bon ben de toute évidence, le freelancing, c'est pas ce qui va vous permettre de rencontrer des gens. À moins, ceci dit, que ce soit un poste qui nécessite que vous vous déplaciez régulièrement, ce qui est une toute autre histoire. Une autre erreur que je vois régulièrement, c'est de ne pas vérifier la fiscalité du pays d'accueil. Parce que on se dit, on est tellement imposé en France que de toute façon, ça ne peut pas être pire ailleurs. Alors, c'est généralement vrai, mais n'allez pas non plus vous imaginer que partout ailleurs, c'est forcément mieux. Non, il y a des endroits qui sont quand même très chers, c'est pas forcément une question de fiscalité, mais une question de prix de la vie, à laquelle vient s'ajouter une certaine fiscalité, et donc on peut déchanter assez vite. Maintenant, il y a aussi quand même beaucoup de pays qui proposent une fiscalité plutôt sympa, mais vérifiez quand même bien en fonction de votre situation quel va être votre taux d'imposition, parce que bon, bah, c'est quand même de l'argent dont vous allez devoir vous séparer. Encore une autre erreur, croire que les entrepreneurs, enfin que l'entrepreneuriat, c'est plus simple ailleurs. Alors, sur ça, je vais dire oui et non. C'est-à-dire que quand on est en France, qu'on est français, on connaît le système. Donc, même s'il y a de la paperasse, on va avoir un minimum de connaissances sur comment s'y prendre. Par contre, être entrepreneur en France, c'est vraiment accepter, alors je vais essayer de rester poli, mais c'est accepter de se faire prendre pour un pigeon et pour une vache à lait. En revanche, entreprendre dans certains pays du monde, là, ça devient intéressant parce que en France, tout ce qui est entrepreneuriat, on se fait flinguer. Mais à l'étranger, on a compris que l'entrepreneuriat, c'est aussi ce qui permettait de vivre, de faire vivre l'économie, de faire vivre les gens, potentiellement de créer du travail. Donc c'est pas en nous assommant avec des impôts en veux-tu, en voilà, que qu'on va pouvoir se développer et arriver à ce genre d'objectif. Alors oui, sur le principe, c'est certainement mieux à l'étranger. Mais attention à toutes les conditions que ça va demander. Il faut être bien sûr qu'en tant qu'étranger dans ce pays d'expatriation, vous pouvez entreprendre ce que vous avez envie d'entreprendre. Et enfin, une autre erreur assez fréquente que je vois régulièrement, c'est oublier de vérifier la reconnaissance de son diplôme ou de ses compétences. Si vous voulez vous lancer dans un domaine, que ce soit en entrepreneuriat ou en salariat, votre diplôme, qu'il soit français ou d'ailleurs, ainsi que vos compétences ne seront pas forcément reconnues dans votre pays d'expatriation ou par votre société de la même manière que vos compétences. Et ça peut donc constituer un frein au fait de trouver un poste qui vous correspond ou à votre niveau ou qui sera payé à sa juste valeur par rapport à votre expérience et à vos compétences. Donc vraiment, essayez de réfléchir en termes de « je ne suis plus en France, donc qu'est-ce qui m'attend ?» Ce n'est pas, c'est pas pump it up, que j'ai envie de dire. Ça donc, ce sont des erreurs qui peuvent vous coûter assez cher, que ce soit en énergie, en argent et parfois même en retour anticipé en France. Ça constitue des erreurs
qui génère en fait des retours massifs en France parce que le projet n'a pas été suffisamment bien ficelé, parce que les renseignements, les informations n'ont pas été prises de la bonne manière et que on se retrouve une fois sur place le bec dans l'eau à ne plus pouvoir rester parce qu'on n'a pas de rentrée d'argent, parce que on n'a pas anticipé que tel ou tel élément n'était pas possible sur place et du coup on se dit mince, il faut que je rentre au bercail. C'est pas grave, c'est pas très grave, ça vous empêche pas d'aller ailleurs ou de vous regrouper comme une armée, de reprendre vos esprits et de reficeler la chose mieux si vous voulez repartir dans le même pays ou ailleurs, peu importe. Donc c'est pas grave, c'est juste dommage de partir en n'ayant pas suffisamment bien préparé, alors qu'il existe des personnes ou des organismes qui peuvent vous aider à avoir toutes les réponses à vos questions plutôt que de partir le doigt aux fesses. Et on va terminer cet épisode sur cette question: comment choisir la bonne option pour vous? Alors chaque cas est différent, vous l'aurez compris, à chaque fois j'insiste bien sur le fait que vous êtes tous une situation unique en son genre. Mais il y a des questions générales que l'on peut se poser en la matière qui sont simples mais qui vont vous aider à réfléchir de manière assez puissante sur ce sujet par rapport au travail à l'étranger. Donc tout d'abord, demandez-vous si vous cherchez de la stabilité ou de la flexibilité. Ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment la base. Ça ne veut pas dire que stabilité signifiera la même chose pour vous que pour le voisin. Pareil pour flexibilité. Ça, c'est vraiment votre définition à vous de ce qu'est la stabilité. Également, est-ce que vous voulez vous intégrer localement ou rester un peu plus nomade? On en a parlé. Quelles sont vos compétences exportables? Quelles sont vos compétences reconnues? Quels sont vos diplômes reconnus? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour votre pays d'expatriation que vous allez apporter dans ce pays? Est-ce que vous êtes prêt à affronter la paperasse locale? Ne vous dites pas qu'en France, on est les pires. On est probablement parmi les pires en termes d'administratif, ça oui, mais il y a aussi beaucoup d'autres pays dans le monde qui adorent la paperasse et n'oubliez pas que beaucoup de pays dans le monde ne sont pas encore à la pointe de la technologie et font encore beaucoup de choses sur le papier. Également, demandez-vous si vous avez besoin d'un cadre de type salariat, donc travailler en entreprise comme employé, ou si vous préférez être plus autonome en freelance, faire de l'entrepreneuriat. Les deux ne sont pas faits pour tout le monde. Je sais que moi, le salariat, j'en ai fait très peu, ça m'a suffi et je préfère être à mon compte. D'autres, l'entrepreneuriat, ça les fait trop trembler, ils seraient incapables de vivre comme ça et c'est ok. Donc, ils préfèrent avoir un cadre et être salariés. C'est vraiment, il en faut pour tous les goûts, comme je dis toujours. Et enfin, est-ce que je parle la langue du pays? Est-ce que j'ai besoin de maîtriser la langue du pays? Est-ce que je suis à l'aise en anglais éventuellement, puisque ça peut compenser dans de nombreux pays? Bref, tout ça pour vous dire que ce n'est pas le métier qui compte en premier, ça va être le cadre légal, vos compétences et votre projet de vie. Parce que le métier en lui-même, vous ne pourrez pas nécessairement vous y adapter. Si vous n'êtes pas du médical, ça va être compliqué d'aller travailler comme médecin à l'étranger. Donc en résumé, travailler à l'étranger, c'est parfaitement possible, il y a des tas de façons de le faire, on vient de le voir, mais pas n'importe comment, c'est votre profil, votre situation actuelle et vos ressources qui vont déterminer le chemin. Et puis bon, un petit peu vos envies aussi, parce que bon, on part pas pour souffrir non plus. Donc il n'y a pas une seule bonne question, il y a celle qui vous correspond à vous dans votre situation. Donc si vous voulez clarifier votre projet professionnel à l'étranger, n'hésitez pas à réserver votre diagnostic gratuit de 30 minutes, ça mange pas de pain, ou rejoignez le programme Easy Expat pour qu'on parle de votre accompagnement personnalisé. On passe tous ces sujets au peigne fin, les options professionnelles, les visas, la légalité, l'ancrage, le budget et j'en passe, les assurances aussi. Bref, tous les liens sont en description de l'épisode. Merci infiniment pour votre écoute et si cet épisode vous a permis d'y voir plus clair, pensez à le partager autour de vous, ça peut éviter bien des erreurs et bien des problèmes à d'autres personnes. On se retrouve très vite dans le prochain épisode de l'expatriation sans filtre. D'ici là, prenez soin de vous et de votre projet.